Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on a différents sujets aujourd'hui, mais on va parler de sujets fort intéressants comme l'assurance. Les gens s'assurent, les gens ont beaucoup d'assurance, c'est génial, c'est très très bien. Des fois même trop peut-être. J'aimerais ça qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est quand même quelque chose qu'on paye de façon mensuelle pour à peu près tout le monde, là. Ouais. En fait, les assurances, qu'on parle d'assurance pour le véhicule, qu'on parle pour l'assurance pour notre hypothèque, assurance de nos dettes, l'assurance vie, l'assurance salaire, il y a beaucoup de sortes d'assurances, puis il y a beaucoup d'assurance maladie grave même. On en entend parler beaucoup. Ces assurances-là, évidemment, c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais c'est nécessaire de faire l'analyse pour voir en quoi c'est important pour nous dans notre situation. La première chose à avoir en tête, là, c'est de l'assurance, dans le fond, là, ça sert à quoi? Ça sert à se protéger d'un risque. Et si on parle d'une assurance maison, assurance voiture, c'est s'il arrive un problème avec notre bien, ben, qu'on a une assurance qui nous permet de ne pas avoir à sortir des fois des dizaines et des centaines de milliers de dollars pour rembourser des montants suite à un dégât, par exemple, ou une catastrophe, n'importe quoi qui se passe dans notre vie. Ouais, donc, l'assurance, c'est quand même super important pour ça. Et petite parenthèse, tant qu'à parler de ça, même les gens qui n'ont pas de biens, par exemple, un locataire qui a des meubles ou qui même son appartement est meublé, il y a des gens qui n'ont pas la petite assurance de base là qui coûte à peu près 25 $. Cette assurance-là, c'est une assurance, oui, qui assure les biens meubles, mais surtout, elle donne une assurance pour la responsabilité personnelle. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, admettons qu'on est dans un loyer et puis que on fait à manger puis que le feu prend dans notre cuisine, c'est nous qui étions en train de faire à manger, ou même un ami qu'on avait invité, ou peu importe, et que le feu prend, ben c'est sûr que l'assurance en premier, comment que le sinistre va être remboursé pour le reconstruire, rebâtir ou rénover ce qui a été brûlé, ben l'assurance du propriétaire va rentrer en ligne de compte, puis elle va assurer que le propriétaire, lui, s'il y a un bris à son bien, qui est son immeuble, va être remboursé. Mais l'assurance, eux autres, ce qu'ils font après, c'est qu'ils peuvent se retourner contre la personne qui a mis le feu. Donc, si vous avez mis le feu dans la cuisine puis ça a causé du dommage à l'immeuble, ben vous pouvez être responsable. Donc, c'est là que la fameuse assurance pour les meubles devient essentielle. Moi, je vous dirais, là, par année, là, j'ai au moins 2 clients qui font une faillite parce qu'il y a une poursuite de 2, 3, 4, 5, 6, 700 000 $ à cause d'une situation comme ça, puis il n'y avait pas la petite assurance à 25 $, donc il n'y avait pas l'assurance responsabilité civile. Là, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a quelque chose là, que j'aimerais mentionner, c'est que le propriétaire, lui, pour ces clients-là, a été remboursé. Là, hein? L'assurance a payé le propriétaire. En fait, c'est l'assurance qui revient contre les clients dont on parle. Hein? Exactement. Puis les assurances, ils ont les poches à l'infini. Hein? Donc, ça veut dire que si vous leur devez 500 000, ils vont continuer de vous poursuivre. Là. Ils peuvent faire des arrangements, tout ça, mais ils vont continuer de vous poursuivre pour ces montants-là. Là. J'ai une personne que j'aide présentement de début vingtaine, puis il y avait une poursuite de 750 000 pour le feu de son coloc qui avait mis le feu dans son appart. Là, tu sais. Okay. Donc, il n'y avait pas la fameuse assurance responsabilité parce que il y a bien des gens qui disent moi, ça vaut pas la peine que j'assure mes meubles, j'ai pas de valeur. Et ça, je comprends ça. Mais on parle du petit bout d'assurance responsabilité qui est importante. Assurance responsabilité que les propriétaires d'immeubles, ils l'ont, cette assurance responsabilité-là. Donc, si quelqu'un se blesse dans leur entrée, si quelqu'un cause un bris chez eux, ils l'ont, cette assurance-là. Mais les locataires, il faut aller chercher cette assurance-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, peut-être des petits trucs pour les assurances. Là, quand on parle de stratégie, quand on arrive pour renouveler les assurances, c'est toujours important ou du moins intéressant d'aller au marché de temps en temps. Tu sais, des fois, on magasine notre assurance là, quand on achète un bien ou quand on prend notre assurance sur notre maison. Et on a des augmentations annuelles aux 2 ans, dépendamment de ce qu'on a négocié. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont pas aller challenger un peu ces nouveaux prix-là. Et donc, on pourrait avoir, exemple, une année, une augmentation de 20 %. Et c'est là que ça se met à coûter cher, les assurances. Et c'est là que c'est important, je dirais, aux 2-3 ans, de retourner au marché parce que notre assureur qui était bon, qui était le meilleur la première année, ça veut pas dire que dans 3 ans, au renouvellement, il va être encore le meilleur. Puis on peut sauver des fois du 100, 200, 300 $ par année sur des assurances là en faisant cet exercice-là. Donc, je comprends très bien les gens qui font pas nécessairement ça chaque année parce que ça prend du temps de faire ça.
Mais maintenant, après quelques années, ça vaut la peine de le refaire quand même. Ça devient incontournable à quelque part. Mais la question que je me pose, c'est lorsqu'on a un assureur, est-ce qu'automatiquement, il y a une pente montante qui va faire, puis lorsqu'on arrive à un certain niveau de la pente, on renégocie pour essayer de faire rebaisser cette pente-là à un prix raisonnable? Ben, c'est ce qui se passe, on va dire, naturellement. C'est-à-dire que, à chaque année, il y a des hausses, puis ça, c'est vrai pour tous les assureurs. Mais ces hausses-là, des fois, pour toutes sortes de promotions, pour toutes sortes de raisons sur notre dossier, notre assureur peut devenir, en fait, celui qui n'est plus le plus bas, là. Donc, c'est sûr que changer d'assureur pour 10$ par année, je comprends qu'on veut pas nécessairement faire ça. Mais tu sais, des fois, on parle de plusieurs centaines de dollars, là. Donc, je recommande quand même de refaire ce suivi-là. Un autre élément qui est important, bien évidemment, avoir un bon dossier. Si on a moins de réclamations, si on a un bon dossier, ben ça va diminuer notre coût d'assurance. Les prisonniers aussi, les gens qui ont fait de la prison dans le passé, les coûts des assurances, ça peut monter de façon complètement folle. Donc ça, il y a un organisme qui existe, là, le Bureau d'assurance du Canada, qui peut permettre, s'il y a des gens qui ont de la misère à se trouver des assurances à cause de conditions comme ça, ben le Bureau d'assurance du Canada est là aussi pour les accompagner puis les aider à trouver, parce qu'on a le droit d'avoir une assurance, et il peut y avoir des contraintes sur cette assurance-là, là, comme le coût peut être plus élevé et tout ça, mais si vous en trouvez pas d'assurance, ben ça, c'est un bon endroit à regarder pour en trouver. Un autre petit truc, bien évidemment, c'est de payer annuellement ces assurances au lieu de les payer sur des plans trimestriels ou mensuels, parce que, et c'est pas toujours le cas, faut le vérifier, là, mais souvent, il y a des frais d'intérêt qui peuvent être aussi assez élevés sur des paiements quand on le paye pas une fois par année. Donc, dans le fond, c'est que l'assureur nous finance, on paye ça par mois ou par trimestre, ça nous diminue notre coût à l'impact, mais si on calcule l'intérêt, ben si on a la capacité, souvent, de le payer une fois par année, ben ça devient moins cher aussi. C'est intéressant, ça, ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se calcule, parce qu'une assurance de base, on parle de quoi? 30, 40, 50$ par mois à peu près? Ben, ça va dépendre du bien, ça va dépendre de notre situation, ça va dépendre de beaucoup de choses. Puis c'est pour ça qu'il faut le magasiner avec notre situation. Ça va dépendre de notre âge. On le sait, un jeune homme qui veut une assurance pour sa voiture, pas mal plus cher qu'une femme du même âge. Donc, il y a plein de facteurs comme ça que les assurances tiennent compte. Tu sais, pour les assurances vie ou les assurances salaires, notre poids va avoir de l'impact, notre âge, évidemment, nos antécédents familiaux, les prises de sang qu'on va passer pour l'assurance. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire varier ça. Et ce qui est bien important, c'est d'être bien conseillé. Quand on veut de l'assurance, là, faites affaire avec un courtier en assurance qui est capable d'aller au marché, qui est pas captif nécessairement d'une seule place. Ça va vous permettre de magasiner plus vite plus d'endroits en même temps. Et faut avoir confiance dans ce courtier-là parce que c'est très complexe, les assurances. Et il faut être capable de vraiment de faire confiance à cette personne-là qui va bien nous conseiller, puis de poser des questions, puis de s'assurer qu'on lit les contrats. Malheureusement, les gens ne lisent pas parce que les contrats sont incroyablement longs, mais il y a tout plein de petites clauses là-dedans qui est très bonne à savoir parce que la job des assureurs à la base, là, c'est de faire de l'argent. Donc, ça veut dire que s'ils payent plus souvent qu'ils récoltent l'argent, ben, ils vont avoir bien de la misère à gérer leur assurance. Donc, il y a beaucoup de cas qui sont refusés pour des technicalités parce qu'on n'a pas respecté certaines clauses qui étaient dans le contrat d'assurance. Donc, bien lire, payer annuellement, avoir un bon dossier, aller au marché fréquemment, dépendamment du temps qu'on a alloué à ça, évidemment, pour être capable de baisser ces montants d'assurance-là. Des bonnes recommandations. Hey, Pierre-Paul, le temps coule vite et je veux à tout prix qu'on parle du fameux prêt de 60 000 $ qui a été offert aux compagnies durant la période de la COVID. C'est un prêt qui arrive à échéance. On avait un cadeau de 20 000 $ sur ce prêt-là s'il était remboursé dans un délai prescrit qui est sur le point de passer ou qui est déjà passé, qui vient tout juste de passer, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Là, ceux qui n'ont pas fait de démarches, qui n'ont pas pris d'entente, qui n'ont pas entamé des démarches à l'heure actuelle, ben, les délais sont passés. Pour ceux qui ont entamé des démarches, ben, il y a des délais un petit peu plus, là, mais il faut avoir démontré qu'on a commencé ces démarches-là. Ce prêt-là, le prêt de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le PUEC, on parle de 900 000 entreprises et OBNL qui ont profité de ce prêt-là, 49 milliards qui ont été prêtés un peu partout au Canada. Donc, c'est énormément d'argent. Et donc, une couple de choses à savoir, là, les gens présentement qui n'ont pas déjà entamé les négociations avec l'institution financière, il faut absolument s'assurer qu'on paye ce prêt-là par le biais d'un emprunt ou autre.
Donc, c'est là que présentement, moi, j'ai beaucoup d'entreprises que je conseille qui sont prises avec ce prêt-là. Certains ne savent pas que cette dette-là de 60 000, ou il y en a que c'est 40, là, ça dépend aussi combien on a reçu. Ouais. Mais ce fameux prêt-là, là, c'est une dette qui est au nom de l'entreprise, qui n'est pas au nom de l'administrateur ou de l'actionnaire. Donc, les gens pensent qu'ils ont à rembourser ça parce que c'est une dette du gouvernement. Mais cette dette-là là, peut rentrer dans le cadre d'un règlement et ça ne touche pas du tout l'administrateur. Donc, les gens qui ont ce prêt-là, qui est une problématique, puis qui pensent sortir de l'argent de leur poche, j'en ai rencontré plusieurs dans cette situation-là, il y a autre chose à faire que de sortir de l'argent de ses poches. Si la compagnie a la capacité de le payer, c'est parfait. Mais si la compagnie n'a pas la capacité de le payer, question de cash flow, question de structure d'entreprise, question aussi des fois, il y en a que dans l'entrefait, ils ont vendu leurs actifs ou sont en train de fermer l'entreprise ou bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Ben, au lieu de sortir de l'argent de l'administrateur, là, il faut vraiment regarder, venir de me rencontrer, faire un plan pour voir comment on s'en sort pour que ça nous coûte le moins cher possible et surtout pas payer une dette qui est pas à nous. Là. Donc, comme l'administrateur, c'est pas une dette à lui, là, ça. Donc, il faut se faire la part des choses entre l'entreprise et l'administrateur et l'actionnaire. Donc, pour ceux qui veulent y voir plus clair, là, bien important de parler à leur comptable là-dessus avant de prendre une mauvaise décision. Et pour ceux qui veulent regarder les options, et là, les comptables n'ont pas ces options-là, je tente de les rencontrer pour qu'ils dirigent les gens vers moi et plusieurs l'ont fait. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on regarde les options pour régler ce prêt-là, prendre un arrangement avec les créanciers quand c'est possible. Quand c'est pas possible, ben, des fois, on va fermer la compagnie puis on va mettre cette dette-là, exemple, dans une faillite d'entreprise qui ne touche pas du tout à l'administrateur, l'actionnaire, qui touche pas à son dossier de crédit. Donc, toutes ces stratégies-là, il faut qu'ils soient regardées parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont reçu cet argent-là et qui n'avaient pas la capacité de le rembourser jour 1. Là. Donc, c'est un prêt qui n'a pas été super bien administré. C'est un prêt d'urgence, donc qui a été fait vraiment à grande échelle, avec peu d'analyse, pas de garantie. Donc, c'est de l'argent que le gouvernement fédéral va perdre à beaucoup d'égards. Mais pour la personne, l'individu, 60 000 $, ça peut être beaucoup trop. Il faut vraiment regarder c'est quoi les options avec ces gens-là. Là. C'est des gros montants, 60 000 $. Pensez pas que les compagnies puis les industries alentours là, gèrent cet argent-là. À part les mines, là, les industries qui gravitent alentour des mines, là, les 60 000 $, ils n'en ont pas plein de comptes de banque. Là. Cassez-vous pas la tête avec ça. Non, parce que cet argent-là, on l'a utilisé pour survivre pendant la pandémie, pour ceux qui ont fermé. On l'a utilisé pour payer des prêts qui venaient à échéance avec des plus gros taux d'intérêt. Cet argent-là a été utilisé. Et donc là, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Si on a une entreprise qui est viable puis qu'on a un plan sur 5 ans pour rembourser toutes nos dettes, incluant celle-là, aucun problème. Mais il faut s'assurer de vérifier les échéances, s'assurer que c'est viable. Si c'est pas viable, ben là, il faut venir faire un plan plus solide. Là. Voilà. Et si on veut te rejoindre là-dessus, Pierre-Paul, on s'y prend comment? Les gens peuvent nous joindre 1-844-LACASSE, peuvent nous joindre en m'écrivant, là, évidemment, info@lacasseSyndic.com, peuvent aller sur notre site internet Lacasse et Associés, peuvent aller sur Facebook, LinkedIn, donc on produit quand même là, du contenu là, à tous les semaines. Donc, en espérant pouvoir continuer d'aider plusieurs entreprises, à ce temps-ci, c'est ce qu'on fait le plus là, au niveau des entreprises. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Denis. Bonne journée.